Alors, bonjour Youssef Indy et Bonjour Nicolas bienvenue Stocker. dans cette matinale de géopolitique profonde. On rappelle Youssef Indy, on n'a pas besoin de le présenter, en particulier sur géopolitique profonde, écrivain, conférencier, historien de religion, géopolitologue, avec qui nous allons parler aujourd'hui d'une situation qui est extrêmement instable, qui évolue d'ailleurs d'heure en heure au Proche-Orient, en particulier au Liban. Situation donc volatile, inflammable au possible. En tout cas, l'Organisation des Nations Unies, où sont tous les grands de ce monde actuellement et qui pensaient pouvoir se tourner surtout vers l'est de l'Europe, sont rattrapés par ce qu'il se passe aujourd'hui au Proche-Orient, c'est-à-dire un risque d'embrasement général. En tout cas, ils sont nombreux ceux qui alertent sur ce risque dans l'escalade d'un point de non-retour. Youssef Indy, mais peut-être commencer nos échanges sur ce sujet par sur cette guerre. Vous avez écrit un livre sur la guerre entre Israël et la Palestine, justement, et les Palestiniens, c'est-à-dire à Gaza, ce que certains appellent, même en France, un génocide, une épuration ethnique, appelons-le comme on voudra, consécutif au 7 octobre 2023. Nous approchons de la date anniversaire, si j'ose dire, anniversaire pour ce type d'événement, et donc la destruction de Gaza qui s'en est suivie, et dans cette guerre entre Israël et le Hamas. Donc j'aimerais un petit peu déjà, Youssef, peut-être, moi je serais d'avis qu'on se dézoome dans cette émission, qu'on commence par ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis pratiquement un an maintenant, et puis qu'on aille jusqu'au sommet du monde, qu'on s'invite à l'ONU un peu et qu'on voit comment les acteurs principaux mondiaux pourraient être amenés à réagir en cas, et on en parlera à un moment donné, d'une incursion terrestre, par exemple, d'une guerre totale entre le Liban et Israël, qu'Israël dit être une guerre entre le Hezbollah et Israël. Enfin, je suis désolé, le Liban est un État souverain qui a des frontières souveraines. Et quand on viole des frontières d'un État, ce n'est pas un groupement terroriste que l'on attaque uniquement, mais aussi un pays. Voilà, mais d'abord peut-être commencer par Gaza, Youssef Indy. Oui, alors on s'est beaucoup exprimé sur Gaza. Moi, je me suis beaucoup exprimé sur Gaza, notamment dans mon ouvrage dont vous avez parlé, Comprendre le conflit israélo-palestinien, qui est paru là il y a quelques mois, au mois de mai. Ce qu'il faut dire sur Gaza, au-delà de la soi-disant réponse au 7 octobre, c'est que la destruction de Gaza et l'épuration ethnique à Gaza est prévue de longue date. Les Israéliens ont prévu cette attaque depuis longtemps. Ils l'ont écrit, ils l'ont déclaré. Je renvoie par exemple aux propos tenus par Moshe Feiglin en juillet 2014, pendant justement un des innombrables maintenant massacres à Gaza. Il a publié un document officiel qui s'appelle My Outline Solution for Gaza, donc en fait mon plan pour Gaza, les solutions pour Gaza. Et dans ce plan, il expliquait qu'il fallait utiliser une puissance de feu maximale sur Gaza, ne pas tenir compte des boucliers humains. Il parle des Gazaouis comme de la population ennemie. Il dit population ennemie, donc aucune distinction entre les combattants et les civils. On le voit aujourd'hui. Et surtout, il dit que nous devons expulser toute la population de Gaza vers le Sinaï égyptien. Parce que, dit-il, Gaza appartient au peuple juif, il lui reviendra, et le peuple juif peuplera Gaza, et il restera jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui m'a permis, ça je l'avais rapporté dans un ouvrage en 2015 déjà, en disant, voilà, il va y avoir une épuration ethnique. Je disais, il va y avoir une épuration ethnique à Gaza. Même dans un autre chapitre, je parlais d'éventuels génocides, puisque tout ça, ils le disent. Pas seulement Moshe Feiglin, mais Ovadia Yosef, qui est le grand rabbin séfarade d'Israël, qui est mort en 2013, disait qu'il fallait exterminer tous les Arabes et ne laisser que ceux qui serviront d'esclaves. Je rappelle qu'il a fondé et dirigé le parti Chasse, qui était un parti très important et très influent, et que c'était un homme très respecté, notamment par Netanyahou. Il y avait 700 000 personnes à son enterrement.
Je rappelle que Ayelet Sheked, qui a été ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, je crois, ou de la Défense, qui a été aussi députée, a dit qu'il fallait tuer toutes les mères palestiniennes parce qu'elles enfanteraient des futurs terroristes. Et je rappelle bien sûr les propos du ministre de la Défense, Yoav Gallant, au début du massacre à Gaza de 2023-2024, où il dit: nous avons mis en place un blocus total, plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité. Ce sont des animaux humains et nous les traitons comme tels. Donc la volonté génocidaire d'épuration ethnique, elle ne date même pas de 2023, elle date de 2014. Et au-delà, vous avez déjà des rapports, des propositions d'épuration ethnique qui datent de l'an 2000. Et on pourrait même remonter comme ça jusqu'en 1948. On rappelle les principaux livres de Youssef Indy, le conflit israélo-palestinien, en effet. Contre-culture, édition chronique du sionisme aussi. Je crois que c'est Contre-culture et votre éditeur historique, si j'ose dire, Youssef. Non, mon Non. éditeur historique, sont les éditions Sigest. Ah oui. C'est chez Sigest que j'ai publié mes 5 premiers ouvrages. Contre-culture est un partenaire depuis des années. Mon premier livre chez eux, c'est justement Chronique du sionisme, publié en 2019. Et Comprendre le conflit israélo-palestinien, le 3e ouvrage que je publie chez Contre-culture euh, avec l'autre Zemmour. Donc 3 ouvrages chez Contre-culture. Voilà. Oui, oui, j'ai Et vu. aussi GKA Édition avec qui je travaille. Et bientôt aussi Culture et Racine. Et bien sûr Stratégica, Stratégica, voilà, cofondé avec Pierre-Antoine Plaquevent. en particulier la guerre des États-Unis contre l'Europe. Voilà. On rappelle en effet l'autre Zemmour, avec une préface aussi d'Alain Soral. Tout à fait. Publié en 2021. Voilà. Donc c'est un projet de longue date finalement dont le 7 octobre aurait été un prétexte. Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr que ça a été un prétexte, parce que le but, encore une fois, le but final, on va venir au Liban, c'est d'établir un grand Israël du Nil à l'Euphrate. Alors ces frontières-là reviennent très souvent sous la plume des dirigeants sionistes, que ce soit Ben Gourion, que ce soit Jabotinsky, que ce soit même aujourd'hui Benjamin Netanyahou, qui présente des cartes où il n'y a plus de Cisjordanie. Oui, il y a la Cisjordanie, évidemment. Aussi. Bien sûr, avec une colonisation exponentielle. Aujourd'hui, on en est à plus de 700 000, 750 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem. Donc oui, le projet final des dirigeants israéliens est d'établir le Grand Israël. Je rappelle que l'État d'Israël n'a pas de frontières et que ces frontières futures ils revendiquent les frontières de la Genèse. Genèse 15-18, où il aurait été promis à Abraham, Yahvé aurait promis à Abraham de lui donner toute la terre allant du torrent du Nil à l'Euphrate. Voilà, donc c'est le projet. c'est le projet final. Et toute la rhétorique de guerre antiterroriste n'est qu'un écran de fumée, puisqu'il y avait déjà colonisation avant la création du Hezbollah, il y avait colonisation et épuration ethnique avant la création du Hamas, avant la création du djihad islamique, et même avant l'épuration, même avant la création des Fédéines et de l'OLP, parce que toutes ces organisations de résistance, toutes ces organisations palestiniennes ont été qualifiées par les Israéliens de terroristes. Alors, je rappelle que le général de Gaulle et le ministère des Affaires étrangères français, même et l'ambassade de France à Tel Aviv en 1968 déclarait officiellement que les organisations de résistance palestiniennes qualifiées par les Israéliens de terroristes étaient des organisations de résistance. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le général de Gaulle durant sa conférence de presse de novembre 1967. Et je rappelle que le concept de terrorisme n'existe pas dans le droit international. Le terme de terrorisme est un terme politique.
tout le monde peut qualifier tout le monde de terroriste. Ah, c'était le cas de la collaboration avec l'Allemagne en France, qui Tout à taxait fait. de terrorisme les mouvements de résistance intérieurs français. Hein. Évidemment, le terrorisme, c'est toujours l'autre. Tout à fait. Par contre, ce qui existe dans le droit international, ce sont les crimes de guerre. Donc on peut dire que le Hamas a commis des crimes de guerre. On peut dire que l'État d'Israël commet des crimes de guerre. Là, je veux dire, c'est quotidien. Mais un homme politique peut ou un analyste peut dire que telle organisation ou tel État est un État terroriste, mais ça ne correspond à rien dans le droit international. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc maintenant, dire que le Hamas est un groupe terroriste et que le Hezbollah est un groupe terroriste et qu'au nom de la guerre contre ces groupes terroristes, on peut épurer ethniquement Gaza, envahir le Liban, tout cela est une pure rhétorique politique. Je rappelle aussi, je précise aussi, puisqu'on va venir au Liban, que à plusieurs reprises, les dirigeants israéliens ont déclaré que, et même sionistes avant même la création de l'État d'Israël, que le Liban, le territoire libanais au-delà, jusqu'au fleuve Litanie, au-delà du fleuve Litanie, devait être intégré à l'État d'Israël. Voilà. Donc, le Hezbollah a été créé en 1982 durant la guerre israélienne contre le Liban. Donc, c'est une organisation qui a été créée pour résister contre l'envahisseur. Organisation Hezbollah qui a finalement chassé Israël du territoire libanais en l'an 2000, donc après 18 années de combat. Avant d'arriver à ce qui se passe au Liban, on pourrait déjà dire quelques mots sur ce qui se passe en Cisjordanie, et même avant, j'aimerais qu'on revienne quand même sur Gaza et quels sont les éléments, quels sont les chiffres que vous avez, puisque on considère que le nombre de morts est très sous-estimé par le Hamas lui-même, et qu'on est bien au-delà, puisqu'on est en fait dans une espèce d'écrasement général par des bombes, des tapis de bombes. Plusieurs fois en tonnes de TNT ont été déversées sur Gaza, plusieurs fois la bombe Hiroshima. Même si les effets ne sont pas dévastateurs comme peut l'être une arme nucléaire, néanmoins, ça donne une idée sur une si forte concentration urbaine. Quand on déverse des tonnes et des tonnes de bombes sur ces zones concentrées de façon sur le plan urbain, on arrive en général à des calamités, à des catastrophes dont on n'a pas idée, avec en plus toutes les conséquences, puisque semble-t-il Gaza est quand même toujours plus ou moins soumis à un blocus, donc on ne peut même pas donner les premiers soins à une population qui est bombardée, enfermée, soumise maintenant à un certain nombre d'épidémies. Youssef Indy, est-ce qu'il y a quand même des éléments de détail qu'on peut donner pour l'information, parce que ce côté factuel, il est important, on ne nous en parle jamais. Lorsque les médias parlent de bombardement, il y aurait des enfants qui auraient été tués, mais c'est tout de suite pour dire « Ah, mais alors on est tellement inquiet pour les otages. » Voilà. Mais moi, j'aimerais concrètement, factuellement, qu'est-ce qui se passe à Gaza aujourd'hui ? Alors, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que la ville a été quasiment complètement rasée. Ils ont rasé la ville. Donc, le but, je le dis encore, ce qui se passe aujourd'hui a été prévu, écrit par Moshe Feiglin il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il dit qu'il fallait utiliser la puissance de feu maximale contre la population ennemie. Ça, c'est fait. Maintenant, par rapport au nombre de morts, on nous dit, là maintenant, ça fait quelques mois que le compteur est bloqué à 40 000. Oui. Or, le Lancet, qui est une revue scientifique, a fait un calcul, parce qu'en fait, on parle de morts, d'accord? Donc, ce sont les morts, disons, prouvés, donc avec des cadavres. Or, on ne compte pas le nombre de disparus. Et en fait, les disparus sont des morts. Donc, le Lancet estime à 180 000 le nombre de morts à Gaza. Ce qui n'est pas du tout surprenant, compte tenu de la densité de population, de la petitesse de la bande de Gaza, la densité de population et la puissance de feu qui a été utilisée contre la population civile. Donc on doit être entre 180 000 et 200 000 morts. Sans parler effectivement de la famine, des problèmes sanitaires, voilà. Des épidémies. Des épidémies. Donc voilà où on en est. Donc on est dans
dans une crise humanitaire extrême à Gaza. Extrême. Et tout cela au nom à la fois au nom des droits de l'homme et au nom d'une promesse biblique. Les deux. Et oui, et ce sont ceux qui taxent d'obscurantistes, tous ceux qui ne sont pas favorables au progrès et à la science, qui sont pourtant les principaux soutiens d'Israël aujourd'hui. On croit rêver. En Cisjordanie, on se regarde un peu encore en chien de fusil, en chien de faïence. Est-ce que c'est pas encore la confrontation chaude, un simple prétexte, et les Cisjordaniens pourraient subir le même sort que les Gazaouis? En Cisjordanie, ce qui se passe déjà depuis des années, mais ça s'intensifie. Les expropriations et les exécutions sommaires se poursuivent. On a des colons armés qui tuent, qui exproprient et qui souvent tuent les Palestiniens pour les expulser de chez eux, et ce sous la protection de l'armée israélienne. Il y a eu des confrontations, en fait, depuis le début de la guerre à Gaza. Ça s'intensifie aussi en Cisjordanie. Il y a des incursions de l'armée israélienne, des arrestations, des exécutions et des expropriations continues. Donc, en fait, on a vraiment un double mouvement parallèle, à la fois l'épuration ethnique à Gaza et l'intensification de la colonisation. Alors, j'ai rapporté les chiffres à la fin de mon ouvrage, les chiffres de la colonisation en Cisjordanie, qui se sont beaucoup intensifiés ces dernières années, et notamment avec le nouveau gouvernement de coalition autour de Netanyahou, qui allie le Likoud, donc c'est-à-dire l'extrême droite de l'extrême droite. Comme je l'ai dit, Jean-Marie Le Pen est un gauchiste à côté du Likoud. Dangereux gauchiste. Ah oui, vraiment un gauchiste extrême. Et les messianistes, c'est-à-dire les religieux orthodoxes qui veulent hâter la venue du Messie. Donc, pour reprendre le terme de Yeshayahu Leibovitz, qui est un des plus grands philosophes israéliens du XXe siècle, qui était lui-même un religieux, lui parlait de judéo-nazisme. Il en parlait déjà dans les années 80. Alors, s'il était vivant aujourd'hui, qu'il voyait ce qui se passe, je ne sais même pas ce qu'il dirait. Mais il a inventé le néologisme de judéo-nazisme que j'ai déjà utilisé d'ailleurs, et je pense que c'est approprié. Voilà. Entendu, Youssef Indy. Quoi qu'on dise Meyer Habib ou BHL. C'est sûr. Youssef Indy, on va maintenant parler du Liban. Guerre, déjà en 2006, les guerres entre Israël et le Liban, c'est pas nouveau. Donc, est-ce que ça aussi, cette guerre contre le Hezbollah, c'est aussi un prétexte parce qu'on leur en tire quelques roquettes? Alors évidemment, ils vont aussi tout détruire ou bien tout occuper, tout envahir. Quel est le projet finalement israélien par rapport au Liban? Par rapport au Liban, ça a toujours été très clair. Depuis, on peut remonter à 1918, un texte coécrit par Ben Gourion en yiddish, avec un historien sioniste, dans lequel il écrit que les frontières du futur État... Alors, on est en 1918, le foyer national juif n'est même pas encore créé. Il y a des implantations, le projet sioniste existe, mais le mandat britannique n'est pas encore établi. Il n'y a pas de foyer national juif. Et déjà à l'époque, il dit que le futur État d'Israël intégrera la Palestine historique, le Liban au-delà du fleuve Litanie, le sud de la Syrie et le désert du Sinaï en Égypte. C'était le projet initial. Et vous avez de nombreuses déclarations de dirigeants israéliens, de dirigeants sionistes, allant dans le même sens. Vous avez par exemple le représentant du parti orthodoxe Mizrahi à l'agence juive, qui, dans une déclaration officielle à l'ONU en 1947, dit que l'État d'Israël, le futur État d'Israël, donc on est en 47 à la veille de la création de l'État d'Israël, donc en 48, que l'État d'Israël s'étendra du Nil à l'Euphrate, intégrant bien sûr le Liban, donc jusqu'au fleuve Litanie. Donc la conquête du Liban, le contrôle du Liban est une vieille obsession sioniste. Et dans les années 50, Ben Gourion en 54, Ben Gourion commence à établir un plan avec Moshe Charet
qui a été son ministre des Affaires étrangères et qui va être Premier ministre pendant quelques années avant le retour au pouvoir de Ben Gourion, et Moshe Dayan, qui était à l'époque chef d'état-major, ils établissent déjà une stratégie pour détruire le Liban et l'envahir. Donc ils disent qu'il faut trouver un officier supérieur maronite qui va jouer en fait un peu le rôle de Gauleiter dans le sud Liban et déclencher une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Et puis, à partir des années 1970, fin des années 1970-79, les Israéliens commencent à créer des groupes terroristes de toutes pièces et déclenchent des attentats au Liban pour activer la guerre civile. On est en 79, 78, Menachem Begin, qui est le premier ministre du Likoudnik, qui est le successeur de Jabotinsky, donc à la tête du mouvement révisionniste, bombarde le Liban, attaque le Liban. Alors le prétexte, c'est, là encore une fois, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, c'est combattre le Hezbollah. À l'époque, c'était combattre l'OLP. L'OLP qui était implanté au Liban et qui menait des attaques contre Israël dans le cadre du mouvement de résistance à partir du Liban. Et donc, la guerre de 1982 a été justifiée comme ça. D'ailleurs, donc, ils ont envahi le Liban pour soi-disant chasser l'OLP. Donc, c'est toujours, le prétexte, c'est toujours combattre le terrorisme, la sécurité d'Israël, etc., etc. Mais en réalité, l'objectif, c'est déjà de contrôler les eaux du Liban, parce que c'est aussi un objectif stratégique. Donc, c'est là qu'on voit que l'objectif stratégique, même la géopolitique de l'eau, vient se combiner à une vision biblique, c'est-à-dire la réalisation des promesses bibliques, le rétablissement du Grand Israël. Donc la guerre du Liban en 1982 voit naître le Hezbollah, c'est-à-dire l'organisation de résistance qui va lutter contre les Israéliens pour les chasser du sud Liban. Et ils y parviennent en 2000. Voilà pour résumer. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.